Ça fait 3 ans et demi que ChatGPT s'est ouvert au grand public et donc aux orthophonistes. Aujourd'hui, on va faire un peu le point. Il y a 3 ans et demi, mon fils m'a montré pendant des vacances en Allemagne une démo de ChatGPT. C'était extraordinaire de pouvoir discuter en français avec une machine américaine dans un langage tout à fait naturel. Ça m'a fait un peu la même sensation que le jour où j'avais découvert les calculatrices programmables au début des années 80 et le jour où je m'étais connecté pour la première fois à Internet dans les années 90, en 96 exactement. Là, j'avais trouvé ça extraordinaire de pouvoir se connecter avec le monde entier à partir de mon petit bureau dans ma maison. Alors tout de suite, en décembre 2022, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire avec ça en orthophonie. Mon petit cerveau de geek avait envie de joindre l'utile à l'agréable. Encore fallait-il que ce soit vraiment utile et pas juste le fait de s'amuser, de faire mumuse en utilisant l'alibi de l'orthophonie. Mais mon petit cerveau de geek, il a été pas mal douché au début, pendant l'hiver 2023, par les collègues qui avaient jeté un œil à ChatGPT et qui disaient oh là là, c'est bateau, ça sert juste à fournir le mot le plus probable juste après, donc ça fait... c'est nul en fait et ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ça se trompe tout le temps. Donc alors là, ça commençait à faire beaucoup. Là-dessus, vous aviez aussi les collègues qui disaient ça, on est en train de nourrir ce qui va nous tuer. Et puis en plus, sur le plan écologique, c'est nul. Donc ça, c'était des remarques un peu apocalyptiques en fait, et qui faisaient de l'IA le grand Satan en fait. Aujourd'hui, on a quand même moins de gens qui disent que ça hallucine. Par contre, plein de gens qui nous disent que c'est en train de stocker toutes les données de nos patients, qu'il faut faire super attention, et que même en faisant des recoupements, un méchant russe pourrait arriver à récupérer les données de Timéo qui vient nous voir parce qu'il confond le M et le N. Il y a vraiment tout un tas de peurs un peu millénaristes qui ne sont pas sans fondement en fait. On ne peut pas dire aux gens, écoutez, non c'est n'importe quoi, l'IA c'est complètement safe et ça consomme aucune ressource naturelle. On ne peut pas dire ça. Donc forcément ils ont une part de vérité, ceux qui disent qu'il faut tout de suite arrêter d'utiliser l'IA. En même temps, si on arrête, ça ne va pas empêcher les autres de continuer. Et puis il y a une dernière catégorie de collègues qui existait déjà il y a 3 ans et demi et qui existe encore aujourd'hui. C'est ceux qui voient tout ça de loin, qui ont choisi de faire l'orthophonie parce que c'est un métier humain et pas un métier avec des machines. Et qui donc se disent à quoi ça me servirait d'utiliser ça, je suis très bien comme ça. Et on ne peut pas non plus les blâmer. Alors dans cette vidéo, on va reprendre tous les freins du développement de l'IA en orthophonie et voir où on en est là à cette mi-2026. On est en début d'été, là, on dirait pas parce que j'ai la chemise à manches longues, mais on nous annonce une vague de chaleur bientôt. Alors commençons par l'indifférence. Finalement, je pense que c'est le gros des troupes en fait, l'indifférence. Quand j'ai commencé à me dire j'apprends plein de trucs avec ça, ce serait quand même pas mal d'aider les autres collègues en leur transmettant tout ce que j'ai appris pendant l'hiver 2023. Quand j'ai commencé à réfléchir à ça, je me suis dit, il y aura peut-être maximum 10 collègues qui vont l'apprendre, puisque j'avais l'impression d'avoir un mur d'indifférence ou d'adversité face à moi, et donc je me suis dit, bon, ils vont se dire, ça y est, il nous refait encore un truc de geek, tonton Guillaume, on va laisser courir et attendre la prochaine formation, voir si c'est plus intéressant. Et puis finalement, la formation que j'ai sortie au printemps 2023, qui expliquait tout ce que j'avais appris depuis que mon fils m'avait montré sur son Mac la première démo de ChatGPT, eh ben, cette formation-là, j'en ai vendu 1000. Il y a 1000 collègues qui se sont intéressés, 1071 exactement, collègues qui se sont intéressés à OrthoIA 1. Et l'année d'après, rebelote, cette fois-ci je ne m'intéressais plus à la rééducation mais plutôt au bilan, donc OrthoIA 2, à l'été 2024, il y a aussi eu 1000 personnes qui s'y sont intéressées, qui l'ont prise. Donc quand même, on est face à quelque chose où ceux qui s'y intéressent, en gros, ne le disent pas trop sur les réseaux sociaux de peur de se prendre oh là là, t'es en train de tuer l'humanité. Donc, il y a quand même un intérêt. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul sur le créneau. Hein. Il y a notamment une autre collègue qui s'appelle Rania Kassir, qui est complètement sur ce créneau-là et plus dans le circuit, les circuits traditionnels, les formations avec Diskate par exemple, où je me demande si la FNO aussi lui a pas demandé d'intervenir. En tout cas, elle est sur les circuits traditionnels de formation clinique en orthophonie. Et donc elle apprend par exemple à prompter aux gens. Et donc finalement aujourd'hui ou en 2026 on voit bien que c'est pas quelque chose qui n'intéresse personne et qui n'a que des adversaires. Et en fait aujourd'hui OrthoIA est devenu une série
une série de formations. Je viens de sortir la 5e de cette série-là. Ce serait du cinéma, on dirait que c'est une franchise. Alors, deuxième point d'adversité, outre l'indifférence, c'est la consommation écologique. Et ça, encore en 2026, il y a encore des data centers dans le nord du Mexique qui consomment les nappes phréatiques des gens du coin. Il y a encore des data centers qui fonctionnent avec un mix énergétique horriblement carboné. Mais pas chez nous. Chez nous, d'ailleurs, il y a plein de data centers qui s'installent en France à cause de l'énergie décarbonée, puisque nous, on a des barrages, des centrales nucléaires et des énergies renouvelables maintenant. Et donc, en gros, c'est quand même le nucléaire qui fait que beaucoup de gens s'installent en France pour mettre leur data center. Et puis aussi maintenant, en 2026, on a les IA locales qui sont à l'intérieur de votre ordinateur. Moi, j'ai fait la démonstration de l'installation hyper facile d'une IA locale dans mon ordinateur, dans la formation Ortho IA Bilan, là, qui vient juste de sortir. Et on voit bien que là, on va consommer que ce que consomme notre ordinateur. On ne va pas aller faire fonctionner tout un data center à l'autre bout du monde qui va assécher toute une région de pauvres Mexicains. Non, là, ça c'est une solution vraiment intéressante, d'autant que mon ordinateur fonctionne avec l'énergie nucléaire de la centrale de Paluel qui est à 15 km d'ici. Donc, sur le plan de l'apocalypse, on progresse, même si, quand même, on peut dire que l'IA continue à consommer beaucoup. En même temps, ils la mettent partout, puisque dans ce téléphone-là, qui est un téléphone Android, c'est Gemini qui est en train de remplacer l'assistant Google. Donc, dès que vous dites « OK Google », c'est Gemini qui se lance. D'ailleurs, je vérifie. Non, ça va, il ne m'a pas écouté. Donc en fait, ce n'est pas parce que vous allez arrêter d'utiliser ChatGPT ou Claude ou Gemini que le monde va arrêter d'utiliser l'intelligence artificielle, puisqu'en fait, elle est en train de se répandre partout. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'énergie soit la moins polluante possible et que ça consomme le moins d'eau possible dans les nappes. Ça aussi, c'est important. Sur ce plan-là, les Suisses ont des solutions aussi. Et d'ailleurs, il y a des data centers dans la région de Genève qui chauffent la ville de Genève. Donc, sur le plan de l'apocalypse, on progresse, même si on n'est pas encore arrivé à quelque chose de complètement neutre. Et on voit bien la consommation de l'IA qui reste quand même vraiment importante. Je ne peux pas dire le contraire. En même temps, si vous utilisez l'IA pour faire des comptes rendus, ça va quand même pomper moins que si vous l'utilisez pour faire un agent IA ou carrément générer des vidéos. Il faut voir le nombre de vidéos rigolotes qui sont mises en ligne et qui donc ont pompé des ressources naturelles pour un usage ludique. Depuis le début, je prône un usage raisonné de l'IA, un usage raisonné qui nous fasse sentir un peu droit dans nos bottes, quoi. Alors le troisième point que je voudrais évoquer et qui est de plus en plus prégnant, c'est la protection des données des patients. Là-dessus, on sent bien qu'il y a des gens qui vont chercher à nous vendre des trucs. Il y a déjà des clouds médicaux, il y aura bientôt des tests basés. On a vu ça à l'Unadreo l'année dernière, des tests qui vont émerger et qui stockeront les données des tests, des données de passation dans des clouds sécurisés médicaux. Vous avez des applis comme Ciel qui gardent les données de santé et qui font mouliner des API à l'autre bout du monde, mais sans que les données fuitent. Donc ça, tout ça est en train d'évoluer. Et puis finalement, depuis qu'on sait qu'on peut installer une IA locale comme Gemma 4, là-dessus, du coup, là, les données, moi, mes données, elles sortent plus de mon ordinateur, mes données cliniques. C'est Gemma 4 qui mouline sur mes comptes rendus, qui me fournit une base que j'amende, parce que c'est moi qui reste quand même le rédacteur du compte rendu. Donc, mes données à moi, elles sont stockées dans mon ordinateur, dans mon NAS, qui est complètement crypté aussi, et elles sont inaccessibles à quelqu'un qui n'aurait pas ma clé de décryptage quand mon ordinateur ou mon NAS sont allumés. Bon, mon NAS, il est quasiment tout le temps allumé. Donc tout ça est sécurisé dans mon bureau, avec une sauvegarde chez moi. Et donc les données sont bien tranquilles, bien sûr, et je ne les fais pas fuiter en envoyant les résultats d'Exalang, par exemple, chez ChatGPT. C'est pas possible de faire ça, évidemment, on le sait bien. Mais maintenant, on a la possibilité, sans avoir forcément un ordinateur foudre de guerre, d'avoir une IA installée dans son ordinateur et qui fait ce que les IA lointaines, les IA en ligne, faisaient en 2023. Alors, quatrième donnée, c'est nul, donc c'est inutile. Ça, on le voit moins actuellement. Les gens qui n'aiment pas l'IA ressentent plus de la peur que du mépris. De la colère aussi, plutôt que du mépris.
Parce que l'IA, maintenant, on sait bien que si elle nous sort un truc flou, c'est qu'on a fourni un mauvais prompt, avec pas assez de contexte. Et que c'est nous qui devons lui dire ce qu'on veut, quelle est la situation, qu'est-ce qu'on veut. Plus ça va, en plus, plus elle nous connaît, puisqu'elle mémorise au fur et à mesure ce qu'elle a fait avec nous, à moins qu'on change d'abonnement, mais en général, elle sait qui on est, ce qu'on veut, et ce qu'on fait d'habitude. Et donc, plus ça va, plus les réponses sont bonnes, moins ça hallucine, et plus le contexte est bon. Et en plus, maintenant, donc, les gens savent de mieux en mieux prompter. D'ailleurs, dans ma dernière formation, je n'explique plus comment prompter. Je l'expliquais beaucoup plus au début. Maintenant, les gens savent qu'il faut dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut, quel est le format, quel genre de données on va lui donner, et qu'est-ce qu'on veut absolument qu'il fasse avec ça. Évidemment, maintenant, on a compris que c'est comme si j'allais dire à quelqu'un là-haut sur la falaise, bonjour, fais-moi un compte-rendu de bilan. Tiens, voilà un graphique d'Exalang, fais-moi un compte-rendu de bilan. Le gars, il va me dire, mais t'es qui toi? Et donc, mais s'il est de bonne composition, il va nous sortir un texte qui sera nul. Évidemment, c'est logique. Et ça, les gens le savent maintenant. Donc, en fait, il y a quand même moins de risques. Et concernant les hallucinations, on peut aussi briefer, cadrer. J'ai fait, par exemple, dans ma dernière formation, une grille anti-hallucination qu'on peut fournir à l'IA pour qu'elle-même vérifie que ce qu'elle nous a sorti ne contient pas d'hallucination. Mais d'une manière générale, au quotidien, on est quand même moins gêné par les hallucinations, sauf si on va dans des domaines où il y a très peu de sources. Si vous allez par exemple chercher la réforme de la Carpimco de 2026, alors là il va avoir du mal. Parce qu'il va avoir du mal à avoir suffisamment de données sur ce qu'il y avait avant, sur ce qu'il y a maintenant, et pouvoir comparer et nous faire par exemple une simulation. Même Claude, qui est très à l'aise avec les chiffres, aura du mal à faire ça parce qu'il va manquer de données. Par contre, si on les lui fournit, là il va pouvoir nous faire un raisonnement, voire même un simulateur. Il peut même le coder, le simulateur, Claude. ChatGPT peut le faire, mais le meilleur pour ça, c'est Claude. Donc l'IA est de plus en plus pertinente. Et dans la gestion des images, des vidéos, des chansons aussi, comme j'ai montré dans Ortho-IA 3, tout ça est de plus en plus pertinent aussi, alors qu'au début, on obtenait souvent des choses tâtonnantes, c'était flou, c'était pas exactement ce qu'on voulait, il fallait s'y reprendre. Au bout d'un moment, il perdait le fil, alors il fallait recommencer. Tout ça en 2026 est en train de se terminer. On a l'impression de parler à une personne, c'est bluffant, hein, de plus en plus intelligente. Et pour en venir au bilan, puisqu'on tâtonne beaucoup moins qu'avant, on gagne plus de temps qu'avant, aujourd'hui, en 2026. Et donc très rapidement, on a une base, on n'a plus du tout l'angoisse de la page blanche comme les écrivains, on ne part pas d'une page blanche, ni d'une trame vague, mal adaptée aux patients. On a quelque chose de net, précis. On a même dans ma dernière formation une sorte de système de générateur de trames socles qui sont des sortes de cellules souches de trames qu'on peut adapter en fonction du patient devant lequel on est. Donc là, alors là, le contexte, l'IA, elle l'a parfaitement pour faire le compte-rendu ensuite. Alors, où se former? Moi, je suis complètement autodidacte là-dedans. Hein. J'arrête pas d'écouter plein de vidéos, des podcasts, des choses là-dedans. Et je pense à comment faire pour adapter ça en orthophonie. Mais quand même, on peut se former aussi grâce aux autres orthophonistes. Vous avez Rania Kassir, dont je vous ai parlé. Vous avez aussi le groupe orthophonie et intelligence artificielle qui est tenu par Nicolas Chaz, qui l'anime. Il fait des thématiques une fois la semaine, une nouvelle thématique. C'est des choses qui vous mettront le pied à l'étrier si vous n'y connaissez rien, évidemment. Hein. Et puis, bien entendu, il y a mes formations. Je vous mets le lien des deux dont je vous ai parlé en description pour le bilan Ortho-IA Bilan, qui est en phase de lancement en ce moment. Et puis, pour les rééducations, Ortho-IA 3, qui est sorti à l'automne 2025 et qui donc n'est pas dépassé encore pour l'instant. Avec Ortho-IA 3, vous saurez comment faire des mots, du texte, tout ce qu'on faisait déjà en 2023, mais aussi comment utiliser la génération d'images en orthophonie, comment utiliser la génération de vidéos, par exemple les vidéos pour travailler la théorie de l'esprit, par exemple, et puis aussi comment générer des chansons et des comptines, par exemple pour un travail phonologique ou lexical. Voilà, vous avez tous les liens dans la description.